Les podcasts de la 47e édition de Cinéma du réel. Archives et représentations de la guerre israélo-palestinienne. Une discussion à l'issue de la projection du film de Göran Hugo Olsson, Israël-Palestine en Swedish TV, avec Dominique Vidal et Mohanad Yacoubi, animé par Alice Leroy. Alors, on va pouvoir démarrer. Donc, on a 1 heure exactement pour discuter ensemble. Et peut-être pour commencer, puisque Goran, donc le cinéaste, ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, parce que son père son père est très malade et il a dû rester en Suède pour s'occuper de lui. Je l'ai appelé ce matin et il m'a chargé de vous dire un certain nombre de choses. D'abord qu'il regrettait infiniment de ne pas pouvoir être là pour discuter du film avec vous, aussi parce que ça lui semblait important que le film soit montré dans le cadre d'un festival de films documentaires, où la nature des archives et les questions qu'elles soulèvent pourraient être discutées collectivement. Donc il regrette énormément de ne pas pouvoir être là. Et il voulait aussi donc dire un certain nombre de choses. D'abord que la jeunesse de ce film a commencé bien avant les événements du 7 octobre, il y a environ 6 ans. Que quand il a commencé ce projet avec donc une masse d'archives qui équivalait à peu près à 4000 heures de rush, il se doutait qu'il arriverait à nouveau quelque chose à Gaza, mais qu'il n'imaginait pas à quel point la violence de la série d'événements et de guerres et du génocide auquel on a assisté depuis prendrait cette ampleur, et que ces 2 dernières années l'ont plongé dans un très profond désespoir, non seulement vis-à-vis de la situation, mais aussi vis-à-vis de l'inaction de son gouvernement et de tous les gouvernements dans le monde. C'est aussi la raison pour laquelle il a achevé le film avec un épilogue sur lequel on reviendra, j'espère, tout à l'heure. Et sur une image qui est l'arrière-plan du générique de fin, dont on pourra également reparler. L'autre chose, c'est que, comme l'expliquait Catherine au début de la séance, l'un des films de Goran qui a été distribué en France il y a presque 15 ans maintenant, qui s'appelait The Black Power Mixtape, était un film qui racontait l'histoire du mouvement des droits civiques américain, qui était lui aussi constitué d'archives scandinaves sur le mouvement des droits civiques comme celui-ci, mais qui faisait usage d'interviews avec des activistes, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Il n'y a aucune interview avec des protagonistes en dehors des archives qui sont présentées. Et le seul usage de la voix off est réservé à la présentation des archives proprement dites. La raison de ce choix, de ce montage beaucoup plus rustre et épuré, le choix de conserver aussi les archives dans leur intégralité, vient de ce que la nature des événements racontés est très très différente, et ça aussi on en reparlera ensemble. Voilà. Et la troisième chose, elle tient à l'importance pour lui du titre du film, parce que donc Goran me disait, au fond, tout le projet, personne ne peut se sentir trahi par le film, parce que tout le projet du film est contenu dans son titre. C'est-à-dire que le film consiste exactement et essentiellement dans ces archives de la télévision suédoise, produites par des journalistes suédois et diffusées à la télévision suédoise entre 1958 et 1989, et que le film ne contient que ça, et il ne prétend pas tenir un discours en dehors de ces bornes-là, même si évidemment il résonne très fortement avec le présent. Donc voilà les 3 choses que je voulais dire avant de commencer. Et je vous propose peut-être, pour lancer une première question, je vous propose d'abord de vous présenter nos 2 intervenants. Donc je vais commencer d'abord tout de suite à ma gauche avec Dominique Vidal, qui est donc journaliste et historien. Vous avez beaucoup collaboré avec le monde diplomatique. Et vous avez consacré de nombreux livres à l'histoire de la Palestine et au conflit israélo-palestinien, notamment dernièrement en 2023, Comment Israël expulsa les Palestiniens, aux éditions de l'Atelier.
Je le dis parce qu'une part importante de votre travail porte sur l'histoire du conflit, en s'intéressant notamment à ceux qu'on appelle les nouveaux historiens israéliens, par exemple Benny Morris ou Ilan Pappé, qui ont en quelque sorte proposé une autre histoire de la naissance d'Israël en rupture avec le récit officiel. Et je crois qu'il est aussi beaucoup question de ça dans le film qu'on vient de voir. Et je serais curieuse de vous entendre sur certaines des archives qu'on a vues ensemble. Et notre deuxième invité, c'est donc Mohanad Yacoubi, qui est cinéaste, producteur et aussi l'un des fondateurs de Idioms Film, qui a été créé à Ramallah en 2004 dans le but de développer la production cinématographique indépendante en Palestine. Il a aussi créé en 2011 Subversive Films, un collectif de recherche et de conservation de pratiques filmiques militantes liées à la Palestine. Et il a donc réalisé et produit plusieurs films, et particulièrement un long métrage qui était présenté ici l'an dernier, que vous avez peut-être vu, donc Air 21, aka Restoring Solidarity, qui est un film d'archives, mais réalisé avec des archives très différentes de celles qu'on vient de voir, puisqu'il s'agit de bobines de films retrouvées à Tokyo, essentiellement de films militants, conservés et diffusés par des groupes militants japonais en solidarité avec le mouvement de libération en Palestine. Donc peut-être pour démarrer cette discussion, je voulais partir justement de ces archives, de la nature des archives qui sont ici présentées dans le film qu'on vient de voir, et peut-être aussi de la spécificité de cette archive qui est produite par des journalistes avec dans une déontologie de... Alors, neutralité, je pense que serait un mot totalement inadapté, mais d'impartialité. Et donc, en tout cas, dans un but très différent des archives qui étaient mobilisées par Mohanad dans son film. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut partir de ça, de la nature de ces archives. Et je serais curieuse de vous entendre l'un et l'autre parler de ces archives. Moi, je trouve que la limite que vous indiquez, que le cinéaste indique de ce film, disons, c'est sa force. C'est-à-dire, moi, personnellement, je rêverais qu'on puisse faire la même chose avec les médias audiovisuels français. On aurait sans doute beaucoup de problèmes. Plutôt, on verrait beaucoup de problèmes. Là, c'est un film que je trouve exceptionnel parce qu'il permet une vision du conflit israélo-palestinien sur la très longue période. On parle de 6 décennies. Je ne connais pas d'autres films comparables. Ou alors ce sont des films finis, comme les films de Simone Bitton ou d'autres. Là, on n'a effectivement pas de prise de position. On est devant la réalité telle qu'elle a été sentie et reproduite par les journalistes de la télévision suédoise. Alors, est-ce qu'il y a des limites ? Il y a évidemment des limites. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est les perles. On a une série de perles absolument extraordinaires. Je pense au petit morceau d'interview de Golda Meir, qui pour une fois ne dit pas que les Palestiniens n'existent pas. Ce qu'elle disait tout le temps. Elle dit « mais je suis palestinienne ». Et elle l'était, c'est vrai, à l'époque, avant la création d'Israël. On a aussi les interviews d'Arafat, on a tout Arafat dans ces quelques minutes d'interview. On a les prises de position de Rabin, et on voit bien comme l'homme était complexe. Sans doute ça a à voir avec la fin tragique, pas seulement de Rabin, mais du processus de paix. Ce qu'on appelait le processus de paix, qui a été enterré avec Rabin dans son cercueil. Il n'y a plus, après 1995, la moindre négociation de bonne foi. D'ailleurs, on voit à quelle tragédie on arrive aujourd'hui. J'ai aussi, pour ceux qui l'ont noté, c'est assez incroyable parce qu'on le voit rarement, tellement ce personnage est ignoble au sens propre du terme, Meir Kahane, qu'on voit vers la fin, avec sa barbe pleine de sang, pour moi, dans la mesure où il a passé sa vie à inciter à la haine des uns contre les autres.
il y a eu aussi des personnages palestiniens qui ont fait ça. Mais là, chez Kahan, il y a, au fond, on est dans l'extrême qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, je le signale quand même, Kahan, à l'époque, en 88, a été élu, seul élu de son parti, qui est un parti raciste, ouvertement, qui prône l'expulsion des Palestiniens, y compris ceux qui sont citoyens d'Israël. Aujourd'hui, il y a 14 députés qui sont dans la même lignée. Ceux de Force juive, de Itamar Ben-Gvir, et ceux du parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich. Donc voilà, on a des perles qui permettent de trouver des choses particulièrement fortes. Je ne vois pas personnellement, j'ai lu des choses qui disaient qu'il y ait un parti pris. Bon, évidemment, comme toutes les télévisions occidentales, les journalistes suédois se sentent naturellement plus proches des Israéliens, c'est-à-dire nous appartenons au même monde, selon eux. Et ils ont plus de mal, quand ils parlent des Palestiniens, ils en parlent beaucoup, mais on sent que c'est un monde un peu étranger pour eux. Ça influe évidemment sur le contenu de ce qu'ils disent. Si je devais faire, pour résumer, une critique, c'est celle que j'ai à l'égard de la plupart des médias, quelle que soit leur nationalité, c'est la difficulté à traiter du conflit israélo-palestinien autrement qu'en termes militaires ou diplomatiques. La société palestinienne, c'est une société, avec toutes les contradictions qu'on a dans une société. Idem pour la société israélienne. Et d'une certaine manière, la tragédie que nous vivons en ce moment, depuis le 7 octobre, elle est l'apogée de cette folie. C'est-à-dire l'impossibilité de vivre au quotidien, côte à côte ou face à face. Il y a quelque chose qui atteint, moi personnellement, ce qui me navre, le mot est faible, le plus, c'est le fait qu'on n'arrive pas à avancer des valeurs universelles. Je pense de manière critique à tous ceux qui, au nom du droit à la résistance des Palestiniens, qui n'est pas discutable, c'est la charte de l'ONU, refusent de condamner l'opération terroriste du 7 octobre. Et je pense de la même manière, je termine, à ceux du côté israélien qui sont profondément émus, c'est le moins qu'on puisse dire, par le 7 octobre, mais pas du tout par le génocide que ça a entraîné de la part de l'armée israélienne face aux habitants de Gaza. Pour votre information, les derniers chiffres qui sont ceux de l'ONU, pas seulement ceux du ministère de la Santé de Gaza, c'est 50 000 morts. Et ça ne compte pas les disparus. Parce que sous les décombres des 95% d'infrastructures et de logements détruits, il y a énormément de disparus. The Lancet, la revue scientifique, a publié une enquête montrant qu'on pouvait parler fin juillet 2024 d'environ 186 000 morts et disparus. Alors cette catastrophe, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien, elle est surtout un effondrement moral, à mon avis. Mes amis, parce que c'est mes amis qui n'ont pas voulu condamner le 7 octobre pour ce qu'il était, se sont, je dirais, abîmés moralement. Et de la même manière, quand j'entends des personnalités françaises, par exemple, comme Delphine Horviller, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, incapables d'exprimer même une toute petite dose de sensibilité à l'égard de ce qui arrive aux Palestiniens depuis le 8 octobre, c'est terrible. Peut-être, Mohanad, sur la question de l'archive et de l'usage ici, de la nature des archives et de leur usage dans un film qui ne travaille pas du tout avec le même matériau que le vôtre.
I mean, I don't think it's different source. It's the kind of the same sources, but with a different voiceover at the end of the day. What kind of makes me, makes me very interested in this film or watching it, how much we were unable to predict the massacre that is coming. The words of genocide is being embedded in every word, whether these Zionist leaders were talking. The idea of not being able to realize the major sin of taking other people's land. And you can see that perpetrating itself in every frame. Do you want to translate or? Okay, how do we go? I can go ahead. And it also, it's always sad for me, because such great noble missions like these film journalists failed to see this and failed to communicate this from the first moment because of the two different things, maybe also the guilt of and the problems, the guilt and the atrocities of the Second World War, which is a lot covered with anti-Semitism. The other issue is white supremacy. The two things come together and created this situation. I remember once I was in a screening in Germany, and it was about, it was part in a film that the R21, where there is a scene from Sabra and Shatela, filmed by a Japanese filmmaker, Hirokawa. And the audience, one of the audience, obviously, of like a pro-Israeli, he's saying, but why you don't cover in your film what the Palestinian does with the Israelis? And I tell them, but we are not allowed to go show this. We are, none of the journalists who comes from different places than the West are allowed to show and cover these atrocities. Even if, I would call it atrocities. 7 October, yeah, it's a problem. Many attacks that we had, Palestinians, not we, me, but Palestinians and Palestinian organization have done, they're in somehow desperate acts and maybe an act of violence. But when it comes to being covered, we are not allowed, because at the end of the day, it's a racist state. It's a state that really controls the messaging, the imaging, who is allowed to go in and who's allowed to broadcast. And obviously, we are seeing this kind of archive, it's copy-paste. Like there is already a film by Jihan al-Tahiri made in '98 by BBC Storyville. It's called 50 Years of Arab-Israeli Conflict. Same material. You go to American TV, you will find the same material. INA has the same material. But you won't find this material in Chile. You won't find this material in Japan or in Soviet Union or in the Arab world or in India. So it's obviously who's controlling the perspective and what kind of images is being produced. It will produce this kind of images. I wanted more from, Goran and his work really inspired me for my films as well. And I'm happy that he also got inspired or was thinking about my films when he did this film. But I was like more kind of, and the first sentence really put the film that the archive is not about the facts, it's about the way we look at things. I felt that this can be more about this, about the way we can see, like about condemning the Western gaze to the conflict through their own images, and somehow, which he managed to do in Black Power Mixtape, Concerning Violence, these two films which are very great for me and very much inspiring. In this one, and again, but this is not an easy question. How can you constrain yourself with the Western gaze coming from Swedish TV, at the same time being able to speak about the Palestinians? And somehow, I don't know, I'm still processing what I have seen. Oui, alors c'est vrai qu'en fait les images en tant que telles sont pas si différentes. Je pense que là où nos films divergent, c'est plutôt dans l'utilisation de la voix off. Alors
en fait, ce qui me fascine vraiment dans l'expérience de visionnage que je viens de faire du film de Goran, c'est en fait l'incapacité qu'on a eu à anticiper le massacre. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque plan, on a l'impression que le génocide est sous-jacent. Il n'y a qu'à voir la façon dont les dirigeants sionistes s'expriment. Mais en fait, on avait quand même une incapacité à représenter le mal. Et en fait, ce projet de spoliation de terre d'une partie de la population, il est quand même très présent à chaque plan. Et je trouve que là où le travail que fait Goran est un travail très noble, il a quand même deux écueils, c'est-à-dire que d'une part, on a l'impression de voir aussi une part de culpabilité qui date de la Seconde Guerre mondiale, avec peut-être un relent d'antisémitisme, et d'autre part, on sent dans certaines images une forme de suprémacisme blanc. Et donc je pense que ces deux choses emmêlées créent une sorte de nid de contradiction dans le film, ce qui me fait penser à une projection de mon film R21, justement, qui a eu lieu en Allemagne, notamment des spectateurs, enfin un spectateur pro-Israël qui m'avait interpellé sur un moment dans le film où je montre des images tournées par Hirokawa. Et en fait, il m'avait dit, mais il faudrait faire justement le film, le contre-champ, il faudrait aller filmer ce qui se passe, ce que les Palestiniens font en Israël. Et en fait, je lui ai simplement rétorqué que on n'a pas le droit d'y aller, on n'a pas d'accès possible. Les journalistes occidentaux sont les seuls qui ont le droit d'aller montrer ces événements-là qui sont atroces. Ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a certains groupuscules palestiniens, voilà, qui n'hésitent pas à être extrêmement violents. Et nous, on ne peut pas le montrer parce que ça se passe dans un État qui est raciste et qui exerce un contrôle absolu sur qui a le droit de filmer ce qui se passe, qui a le droit de montrer ce qui se passe. Mais au fond, c'est pour ça qu'on a les mêmes images qui sont produites par les médias occidentaux. C'est-à-dire que Taïdi avait fait un film pour la BBC. Les mêmes images, vous allez les retrouver à la télévision américaine. Je suis sûr que dans les fonds de l'INA, vous allez aussi voir la même chose. Par contre, c'est des images que vous ne verriez pas au Chili, au Japon ou en URSS. Donc la question du contrôle des images est intéressante. Et je suis très inspiré par le travail de Goran et je pense que c'est un sentiment mutuel. Je trouve que dans ce film-ci, il y a quand même une difficulté, disons, à critiquer. C'est intéressant en fait. Le film s'ouvre sur ce carton que je trouve très parlant qui dit le film ne représente pas des faits, mais la représentation qui est faite des faits. Et donc on pourrait peut-être aller plus loin dans la critique qui est faite du regard occidental, qui est quelque chose qu'il arrive à très bien faire dans Concerning Violence et The Black Mixtape. Ici, je suis encore en train de réfléchir en tout cas sur cette question du regard suédois. Je sens que le film est encore en train de travailler en moi. Et alors peut-être justement pour rebondir sur vos deux interventions, je voulais qu'on revienne sur la structure du film et le choix de montage qui est un choix donc chronologique. Au fond, en fait, ce que fait Goran Olsson ici, c'est une chronique historique. Hormis, et ça on y reviendra parce que je pense que c'est les deux moments où il prend position, le prologue et l'épilogue, qui sont hors de cette chronologie. Autrement, il s'en tient à une chronique assez rigoureuse, en restituant à chaque fois sous la forme d'un intertitre la nature et l'origine de l'archive qui est projetée dans ce qui semble être pratiquement son intégralité, avec très peu de montage, en tout cas à l'intérieur de la bande d'archives. Et du coup, je voulais peut-être repartir de ce choix-là, alors qu'on aurait pu imaginer un montage beaucoup plus dialectique, qui aurait fait résonner certains événements avec d'autres dans le temps, ou certaines figures avec d'autres. Voilà. Et c'est pas du tout le choix qu'il fait. Je voulais revenir sur ce choix-là, qui peut sembler à la fois très, très distant, très épuré, et qui néanmoins fait émerger aussi, je trouve, un certain nombre de questions, justement, sur ce regard occidental, enfin ce regard suédois plus précisément, parce que je ne suis pas sûre qu'effectivement en France, si on faisait le même type de montage, on obtiendrait la même chronique. Mais justement, je trouve que le choix de ce montage chronologique pose un certain nombre de questions sur ce qui est dit au début, c'est-à-dire sur le récit qui est construit à partir de ces archives. C'est-à-dire que voilà, les archives ne montrent pas les faits, elles montrent une certaine vision des choses ou une certaine mise en récit des événements. Et par exemple, je voulais vous interroger, vous, sur la manière dont vous percevez cette structure chronologique
et la façon dont elle fait émerger progressivement une vision peut-être plus complexe ou plus nuancée des événements. Moi, j'ai l'impression, par exemple, que tout le début, les archives de 58 sont quand même essentiellement de la propagande israélienne, hein, et que, en fait, les choses changent à partir de la guerre des 6 jours. Et notamment, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais j'ai l'impression qu'au moment de la guerre des 6 jours, tout à coup, le mot palestinien existe dans les reportages, alors qu'avant, on parle des réfugiés arabes. Donc, peut-être que, voilà, pour revenir sur la façon dont ce montage chronologique fait émerger un certain nombre d'évolutions dans le langage journalistique sur l'histoire du conflit, et aussi peut-être dans la façon dont on va s'intéresser à d'autres facettes de ce conflit. Et moi, j'avais l'impression quand même qu'il y a aussi tout à coup l'émergence de reportages sur la vie quotidienne à Gaza et en Cisjordanie. Donc voilà, comment est-ce que vous avez perçu cette structure et la façon dont elle se découpe par année, et avec ces deux parties, donc 58-72 puis 73-89? Moi, j'apporterais personnellement juste des nuances à ce qu'a dit Mohamed. Oui. Mohamed, pardon. C'est-à-dire des nuances d'abord par rapport à ce que nous voyons, comparé à ce que nous pourrions voir en France. Parce que c'est vrai qu'il y a une période de la politique française, disons à partir de la fin de la guerre d'Algérie, 62, jusqu'à Chirac, on a une ligne politique qui est clairement distincte de celle des États-Unis, et qui a réussi pendant une période à entraîner avec la France l'Union européenne. Il y a le fameux communiqué de juin 1980, qui est un communiqué de main française, et qui, pour la première fois, au nom de l'Europe, dit le droit à l'autodétermination des Palestiniens et le fait que l'OLP représente les Palestiniens, est légitime à défendre les droits des Palestiniens. Donc cette période-là, qui est longue, on aurait des choses, disons, un peu comme dans ce film, diverses. C'est-à-dire par moment à charge d'un côté, par moment à charge de l'autre. Aujourd'hui, enfin je prends à témoin tous ceux qui sont ici, nous ne sommes plus du tout dans ce type de couverture du conflit. Sans doute que l'apogée de la malhonnêteté, à mon avis, c'est France 2. C'est-à-dire France 2 a traité 10 fois plus le 7 octobre que ce qui se passait à Gaza ou ailleurs. Toutes les chaînes. Mais France 2, c'est particulièrement choquant parce qu'ils ont une tradition de connaissance de la question palestinienne qu'ils ont traitée avec des journalistes compétents qui connaissent les sujets. Là, on a eu vraiment une espèce de silenciation, si j'ose dire, de toute, pas seulement d'opinion, mais de toute vision de ce qui se passe du côté palestinien, de ce qu'il souffre. Et si vous ne me croyez pas, je vous incite à croire Charles Anderlin, qui a quand même été pendant des décennies le correspondant de France 2 en Israël, enfin à Jérusalem. Il est lui-même israélien, enfin, d'origine française, mais israélien. Il se plaint sur les réseaux sociaux quasiment tous les jours des interdictions de publication d'informations précises que lui a essayé de faire connaître. Donc on a un vrai problème des médias français, à mon avis un peu des médias de tous les pays occidentaux, depuis le 7 octobre. Il faut quand même mesurer, moi je suis très sensible à la question du 7 octobre, d'abord comme souffrance humaine, mais aussi par souffrance au nom de ceux qui sont morts dans la Seconde Guerre mondiale, dont 14 de ma famille, à Auschwitz. Mais je veux dire, on ne peut pas justifier le fait de faire semaine après semaine, depuis 1 an et demi, des reportages sur le 7 octobre. Il se passe d'autres choses. L'armée israélienne est active, et Dieu sait qu'elle l'est, hélas.
Il n'y a quasiment rien. J'ai vu, moi qui regarde toujours France 2 pour réflexe, j'ai vu un reportage sur la bande de Gaza, un vrai, où ils ont utilisé visiblement des images de télévision arabe pour pouvoir montrer ce qu'ils voulaient montrer. Mais c'était une exception dans une longue litanie essentiellement consacrée au 7 octobre. Et je trouve que c'est vraiment un problème grave pour les médias français. J'aurais préféré franchement qu'on passe Underground Zero, qui est un film absolument extraordinaire, dont aucun média français ne parle, hein, qui est un film de 22 courts-métrages faits par des Palestiniens, produit par un Palestinien qui habite en France, qui est vraiment intéressant. Bon, ça, là, je trouve que c'est une suite, excusez-moi de... Bon, maintenant, à propos des médias français, on est dans un gouvernement pro-sioniste. Et tous les médias au 9e sont devenus des médias pro-sionistes. Voilà, ça c'est la réalité. Moi je suis fille de Juste, hein, et c'est vrai que tous les jours je boue en me disant que si mon père vivait encore, enfin s'il n'était pas mort à Bergen-Belsen, il serait pro-palestinien à 300%. Hein. Et une dernière chose aussi, bon, la Shoah, c'est vrai, mais enfin, je dis ce que je ressens. J'en peux plus. Je veux dire, je n'ai pas envie de parler de la Shoah aujourd'hui. C'est horrible, c'est atroce, c'est passé. Maintenant, le 7 octobre, je m'excuse, moi, je ne suis pas terrorisée par le 7 octobre. Quand la guerre d'Algérie a démarré, parce qu'il y avait des terroristes qui ont tué un certain nombre de Français. Bon, pas 1200, etc. Mais c'est ainsi. Il y a un moment où, donc, ça ne résout rien, le 7 octobre. Je dis, ça ne fait qu'au contraire que victimiser Israël. Je veux dire, c'est terrible, c'est ainsi. Mais vraiment, je regrette vraiment, au niveau du choix, j'aurais vraiment préféré qu'on passe un film d'Eyal Sivan, qui est ostracisé par Thierry Garel, qui a été ostracisé en France par Thierry Garel dès qu'il est arrivé. Bon, et moi, je vais l'inviter dans un lieu à Paris, hein, parce qu'il y a vraiment des choses à dire. Et c'est le seul cinéaste israélien que je connaisse, Amos Gita, etc., qui vraiment ait été d'un courage absolu et a fait les films qu'il faut voir et que la plupart d'entre vous, probablement, n'avez pas vu parce qu'on ne les montre pas. Voilà, juste... Eyal Sivan, on l'invite aussi au cinéma du réel. Et par ailleurs, ça nous semblait important de montrer ce film-ci. Voilà. Aujourd'hui, non, mais on l'invite quand même régulièrement. Et puis, la télévision a montré ces films. Hein. Je suis d'accord avec votre appréciation, mais moi, j'ai vu au moins 2 films de lui à la télévision. Mais je voudrais qu'on revienne au film de Goran Olsson, oui, puisqu'on est là pour en parler. Et j'aimerais bien entendre Mohanad sur la question de la structure du film. Oui. Chronology. Just one thing about it's the archive in France. If it's different, it's not different. It's the same gaze in terms of official narrative. And this is also the same. He's not mentioning a lot of the films that are made by the left movement. That is not archived in the Swedish TV. The same thing with the case in France, where you have a lot of Gauche Proletarian, many different movements who were making films related to Palestine, but that's not archived in INA. The People's Archive is not archived in the state, usually, and that we will not see this narrative. But regarding the chronology, it feels that there are 2 things. This is a kind of also a recent trend. If they were saying that the 20th century is the century of the image, the 21st century is the century of the archives. And film becomes an archive itself. The film as a structure where things are organized like that, it becomes an indication for another archive.
So for me as a researcher or even as an audience, instead of going to the archive, I will go to this as an inventory. And this is not the first time we see this kind of films. I made this kind of films, other people makes. It's a way of how to condense narratives in time. So you are putting a long period of time, a lot big material in a timeline like this. Now the question of chronology, I think it's coming from, and I face it all the time when I'm seeing cultural or films about Palestine in general, especially from Western perspective. The chronology, and somehow, because there is no solution yet, it's not resolved. So there is always a need to kind of explain what is going on. And this is actually a problem, a Western problem, and I face it a lot as a film producer, when you have Western, like French co-producers who comes to filmmakers, young filmmakers, tell them, yeah, but we don't understand. We need to explain. What happened? 67, 73, 82, 94. So you will find this chronology is happening repeating itself in every film, and it's because what does it mean to solve the problem? Ending the conflict, it's a result that the Western mentality is not going to accept. Because it's obviously, we can see even in the film that 67 was the biggest moment where Israel had space, but since then it's been shrinking. And it's keeping shrinking. Now they're trying, okay, again to do Syria, do some south of Lebanon here and there, but the natural, it's like the stock market. You're seeing it, it's going down because the ideas, the nature, the politics that was created in the Second World War is not there anymore. So if you keep on doing it, and I mean, I'm saying that for any pro-Israelis, and Israeli, if you keep doing it in terms of violence, this will never be solved. And the only thing that you're gonna shrink, and we're gonna go to this fascist rhetoric, that who's getting more birth. And like as Israel Shahak he's an amazing person and has a lot of archive, and you see him in many places. He's really spotting it, and that's in 78. Where he's saying we are doing the same thing like the Nazis. We are going in the same direction. And that's the beauty of this kind of archive. When you see it, it's condemning its own image in somehow. So that's, I think, my kind of realization or comment about the chronology. It's coming from this way, and also the simplicity. Because once it goes a bit more complex, then it becomes more rhetoric. And then you will have to look at it from the Palestinian perspective, more poetic perspective, where it's more conceptual rather than its timeline or its politics. And conceptual, it becomes much more, I would say, yeah, if I want to look at it from a poetry, a line of poetry, this idea of like, when a seed is thrown in the field, 10 trees comes out. How can I see that in terms of archives and in terms of politics? And this is what you see. Like in the beginning, when you also asked about this, it's the beginning. We don't see Palestinians. When do you see Palestinians? When they start to resist. And when did they start to resist? In 68. And that's when they, after 67, that's when the Western media start to notice. And we don't have to forget that Zionism and cinema are very much intertwined in the way that they are using that narrative. It was formed in the same year. Lumiere, when they made their first film, was in 1892, and the first Zionist conference was in 1892 as well. I'm not saying there is a conspiracy. I'm not saying that they are using each other, but cinema grew up as a result of the post-industrial revolution, and it was a very Western tool in somehow, and it's a genocidal tool. Like the camera was there to document the genocide of the colonial into other discovered places. So there is a certain level of control that Arabs, Palestinians, the rest of the world didn't master until like last 50 years.
and somehow. And it's not only because of the South, but it's also this whole thing that happened in Europe in '68, the civil rights movement, the anti-Vietnam War, where people suddenly realized that they can produce their own image. Also, Palestinians realized at the same time that they can also produce their own image, and that's where the history starts to change in many ways. And so when we look at this, we look at it archive, we know and somehow it's not going to happen again. It's not happening. I mean, they're trying to delete us again from Gaza, from West Bank, but they think that 48 is a habit or something they can do anytime, but it's not possible. And the image is in somehow more and more becoming in our sight, more and more available. And that's, the crack is dangerous because people are here, everywhere, they don't believe the state narrative anymore. They believe a TikTok video, they believe social media much more, because they know who producing these videos are also normal people. Of course, the state will come and say, no, but there is like Reagan saying at the end, like, yeah, but there is foreign interference in the Intifada. That's what the states always say, but people know it's not that anymore. So, yeah, I hope that kind of reflected a bit. Oui, alors non, c'est vrai qu'effectivement, dans ce qui est intéressant dans la façon ici dont c'est représenté, c'est j'ai l'impression qu'on a un regard qui est en commun, que ce soit en Suède et en France. Mais la différence, c'est que dans les archives, en fait, on n'a pas archivé justement ces images qui avaient été faites par la gauche, qu'elles soient suédoises ou françaises. Et en fait, quand vous allez regarder les archives populaires en France, vous n'allez pas du tout y voir les mêmes choses que dans les archives de l'INA. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de tendance actuelle à dire que le XXe siècle a été le siècle de l'image, le XXIe siècle le siècle de l'archive. Et le film est en train de devenir une archive en construction. Et c'est ce qui m'intéresse en tant que chercheur et en tant que spectateur. C'est la façon dont, ici, on peut avoir accès à une forme de répertoire, comme je le fais parfois, c'est-à-dire qu'on va réussir à condenser un certain nombre de récits et un certain nombre de temporalités en un temps très, très restreint. Ce qui est intéressant, justement, dans cette approche chronologique du film de Goran, c'est la façon dont, justement, on va avoir accès à des images de la Palestine qui sont faites d'un point de vue occidental. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir une obsession d'arriver à trouver une résolution, à trouver une fin. Et c'est souvent un problème que j'ai en tant que producteur quand je travaille avec des coproducteurs français. Ils s'adressent à de jeunes réalisateurs en leur disant il faut que tu racontes les faits, il faut que tu rappelles ce qui s'est passé en 73, ce qui s'est passé en 94. Et en fait, j'ai l'impression que les producteurs occidentaux veulent comme ça qu'on répète un petit peu la même chose de film en film pour essayer de trouver un sens, trouver une forme de résolution. Et je ne pense pas que les Occidentaux soient prêts à accepter justement cette forme de flottement et de non-résolution. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, Israël n'a jamais été plus grande qu'en 67. C'est-à-dire qu'après, le territoire a commencé à se réduire. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des tentatives d'essayer de récupérer des terres dans le sud du Liban ou en Syrie, mais on a presque l'impression de voir le cours de la bourse. En fait, la taille du pays n'arrête pas d'évoluer. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que on a l'impression de voir parfois quelques stigmates qui datent d'une sorte de politique de la part d'Israël qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ça a disparu, en fait. Cette espèce de discours sous-jacent fasciste ne marche plus. D'ailleurs, c'est assez intéressant dans le film quand on a ces images d'Israël Shah qui datent de 78, où il dit, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce que faisaient les nazis. Je trouve que c'est là que l'archive vraiment trouve sa force. C'est quand, en fait, il y a une forme de rejet de l'archive en tant que telle. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, pour ce qui est encore une fois, du choix d'avoir fait un montage comme ça chronologique, peut-être que la simplicité peut-être amoindrit un peu la puissance, la complexité rhétorique. Si on veut représenter, par exemple, la situation en Palestine avec un regard
poétique. Ce serait un peu compliqué d'avoir, par exemple, des vers de poésie. Le fait de mentionner, par exemple, un jet d'acide sur un champ va faire pousser 10 arbres. C'est quelque chose qui est assez difficile à représenter. Et cependant, ce qui est intéressant, qu'on remarque vraiment dans le film, c'est que jusqu'à 68, dans la première partie, les Palestiniens sont invisibilisés, et c'est seulement quand ils organisent leur résistance que là, on sent que les Occidentaux commencent à les filmer, commencent à les représenter. Et puis je terminerai en disant qu'il y a un parallèle qui peut être fait entre le développement du cinématographe et le développement du sionisme. L'un comme l'autre sont apparus en 92. Alors je ne suis pas du tout en train de développer de complot, mais on a quand même l'impression que le cinéma, il repose sur une culture qui est très occidentale. C'est le fruit de la révolution, enfin de ce qui s'est passé à la suite de la révolution industrielle. À l'origine, le cinéma, c'était quand même avant tout un outil occidental pour aller garder des traces des génocides coloniaux, des endroits qui avaient été supposément découverts par l'Occident. Et c'est seulement il y a 50 ans à peu près que les Arabes ont enfin réussi à mettre leurs mains sur des caméras pour représenter ce qui leur arrivait. Et donc ça m'intéresse beaucoup de voir justement tous les films qui ont pu être faits en Europe autour de l'année 68, aux États-Unis dans les mouvements de droits civiques et les mouvements underground contre la guerre du Vietnam. On sent qu'on a vraiment des gens, des communautés qui commencent à produire leur propre image. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza ne peut plus se passer de la même manière que dans le passé, parce que justement, on peut le filmer, on peut le montrer. Israël ne pourra pas refaire le même coup qu'en 48, puisque ce qui se passe est de plus en plus visible, et ces images-là, elles créent une faille qui est très dangereuse en fait pour le pouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne font plus confiance aux images officielles, ils vont beaucoup plus se tourner vers des réseaux sociaux comme TikTok, où c'est des gens lambda en fait qui montrent un petit peu ce qu'ils sont en train de vivre, ce qui fait un peu écho à la façon dont Reagan, à la fin du film, dit qu'il y a une forme de danger intérieur au moment de l'intifada. Je trouve que ça fait complètement écho à ça. Mais alors, peut-être justement, ce sera ma dernière question avant d'ouvrir la discussion à la salle, pour rebondir sur ce que disait Mohanad à l'instant sur sur la question de ce récit médiatique des événements, et l'idée qu'aujourd'hui, en fait, on ne pourrait plus avoir ce seul point de vue, dans la mesure où les réseaux sociaux et d'autres canaux produisent des récits qui ne sont plus médiatisés par les médias nationaux, mais qui viennent directement des populations sur place. Il y a toute l'ambiguïté de ces canaux et de ces réseaux sociaux. Je ne vais pas vous rappeler qui possède X ou Instagram et de qui ils sont aussi les soutiens politiques aux États-Unis. Mais effectivement, par exemple, on a pu voir un certain nombre de journalistes gazaouis témoigner sur Instagram de la situation à Gaza, et c'est tout le paradoxe de ces espaces qui sont des espaces à la fois d'une très grande liberté, mais aussi, je crois et je le crains, d'une très grande censure. Et je voulais du coup rebondir sur les bornes temporelles du film qui s'interrompt en 89. Alors c'est une question que j'ai posée à Goran Oslo, c'est-à-dire pourquoi arrêter le film en 89 alors même qu'il y a un curieux épilogue d'ailleurs ensuite avec les accords d'Oslo. Et il m'a expliqué que c'était précisément parce que c'est le moment en Suède qui correspond à la fin du monopole d'État sur la télévision publique suédoise. C'est-à-dire qu'à partir de 89, dans la foulée de l'effondrement du bloc soviétique, la Suède ouvre son marché de la télévision, privatise son marché de la télévision, et progressivement, alors c'est pas d'un coup, mais progressivement, en fait, le traitement des actualités, des reportages va évoluer. Et que lui, ça l'intéressait de rester sur une unité qui était celle de ce qu'on appelait le service public. Et ce qui m'amène à une question plus précise sur l'épilogue, sur le rôle de cet épilogue et la manière dont vous l'avez perçu l'un et l'autre, parce qu'on pourrait y voir presque une forme de naïveté dans cette manière de refermer le film avec les accords de paix d'Oslo, et d'une paix bien amère. Donc voilà, je voulais savoir un peu comment vous l'aviez perçu, et peut-être je pourrais dire un mot ensuite, parce que c'est aussi une question que j'ai posée à Goran Oslo ce matin à propos de l'épilogue. Moi, j'apporterai vraiment des nuances à ce qu'a dit Mohanad. Je pense nuances parce que je partage une bonne partie de sa critique
de la vision occidentale du conflit. Je crois qu'on ne peut pas d'abord traiter de cet objet comme un film fini. C'est une collection d'archives de la télévision suédoise qu'on voit presque brute par moment. Il n'y a même pas de lien fait par le discours entre une archive et l'autre. Mais surtout, si vous regardez l'ensemble d'archives qui portent quand même sur l'essentiel de l'histoire sur le terrain de la question de Palestine, il manque l'entre-deux-guerres, le début du mandat britannique, mais enfin on est quand même dans une longue période historique. Moi, je trouve que ce qui se dégage pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, c'est effectivement qu'il n'y a pas de solution militaire à un problème d'autodétermination. Et ça, on le sent tout du long. C'est-à-dire, chaque fois qu'Israël fait ses guerres, c'est pour finir devant une impasse et une incapacité à traduire politiquement la victoire militaire qui est naturelle, puisque le rapport de force est écrasant. Ce qu'on sent quand même au fur et à mesure dans les images. Donc moi, je trouve que c'est moins la manière dont c'est ordonnancé que le danger qu'il y a à commencer les choses en 1947 et à les finir en 1989. Parce que l'histoire, elle commence avant. Pour moi, j'ai toujours fait des livres d'histoire de ce conflit en commençant avec Herzl, c'est-à-dire avec l'expression du projet sioniste tel qu'il est apparu au moment de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire en 1896 et 1897 pour le premier congrès sioniste. Et pour ce qui est d'Oslo, je suis désolé, mais Oslo est mort et enterré depuis longtemps. Ce n'est pas un problème actuel, c'est un problème qui remonte très loin. Donc moi, je suis aussi assez étonné par j'ai bien aimé votre terme, naïveté, la naïveté de l'épilogue. Parce qu'on est dans un épilogue qui n'en est pas un. C'est-à-dire on recommence une autre phase dont il n'est quasiment rien dit. Or, les sources du 7 octobre, à mon avis, elles sont dans l'échec d'Oslo. C'est-à-dire, sans l'échec d'Oslo, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. Quelques opinions qu'on porte sur l'opération du Hamas. Yeah, I think the closure, it's for me was problematic because it's end with Rabin's words. It's again taking the same perspective. Who has agency over who, and who's telling whose story? I wish that this could be more recognized as like, yeah, this is a history told from the Israeli propaganda perspective. And this history is like infecting, maybe to use the right word, infected the Western consciousness, that who was trying to deal with the post-colonial period, and then managed to subject all of this feeling of guilt toward this place, the project that is called the Zionist state at the end of the day. So he's just, I felt that he was just repeating the same mechanism of using the media as a Zionist tool without getting close to the people. I felt that the film could end with his note about the end of public TV, which I always use also this point in my work related to the end of cinema. Like with 82, I always finishes my narrative timelines in 82 because 82 was the first time where TV was broadcasted all over the world at the same time by CNN broadcasting from Lebanon. And that in somehow ended the need for cinema to be a source of information. And in Goran's approach as well, then the end of the need for public TV as a source of information. It makes very much sense. But then to end it up with Oslo, as it felt like,
yeah, putting the problem again in the failure of peace. And it's not the failure of peace. It's the failure to stop sending arms to some fanatics. That's the question. Like always, when they are feeling afraid, send them all of these arms. And that's what is destroying peace all the time. And the problem is, it's always in the film. It just needed to be, and that's when I said voiceover or the sound is the key of looking at image. Because once you change the voiceover, use other type of words, then you will see that the 67 war, for example, was a war of expansion, was not a war of self-defense. You will see totally when Golda Meir is saying to the President Sadat, I love that part, by the way, because you can see this guy who's like, yeah, he's usually very high on hash, and he's the president of 100 million people. And he's really like, for them, Israel it's like this problem, but they're not central for them. And you have this woman who's sitting beside him, not woman, but this old lady is saying, yeah, we can't have peace, a state that is 10 kilometers from the sea for us. But this is what's happening today. And it's just like, you see, Sadat is sitting there and laughing because he knows that's the future. But we don't feel that. This can be in the editing, this can be with words, shown in that sense. There is still this kind of glorification for this project, that it's like going to do kibbutz, socialist young people making desert into sea, and this is the thing we don't see. I see that only in Western media, but when I see the Palestinian perspective, which really hard to access because of the lack of institution that puts archives together, but when you go see wedding videos or wedding films, 16 8mm made in the West Bank, this is the real archive. This is the voice of the people. They are there, they are participating, they are living and expressing their life since 2,000 years or 1,000 years or 100 years in the same place, but never been shown as equal. It's always like, we are there, but there is this little problem that's called the Palestinians. They're the one who's making the dream not perfect, and somehow, but the dream itself is problematic. It's problematic because it comes on the land of people, and it's not only land of people. What happened, and I think Eyal Sivan is not here, but he's very good in expressing that, how the replacements of institutions happened from Palestine to Israel. It's not that they came in and they built the Ministry of Education, for example. There was a Palestinian Ministry of Education. It was only that they replaced the officers. There was hospitals were there. There were institution for archives, but then the only thing that happened that they changed the label from, like, even the museum, Jerusalem Museum was there, and they changed it to Rockefeller Museum, and with the same artifacts that was inside it. So this idea that this is what the Western media played in a very dangerous and fatal way to kind of show that it's suddenly, and this is not the problem of Jews. This is a colonial mind of Zionism, that it's replicating the same models of colonialism. Yeah, we go, like when you go to Africa Museum in Brussels, you see the whole thing about Congo was scientific at the end of the day, this is what a perpetrator need to convince themselves that they are doing good to the people, while actually the project is extraction, is taking resources, is making money and capital out of places they don't own. That's the sad fact that is not shown here. Alors pour moi, là où j'ai l'impression que l'épilogue est assez problématique, c'est que le film se termine sur les mots de Yitzhak Rabin, en fait. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a l'impression qu'on nous rappelle un peu qui a le pouvoir.
et qui est en train de nous raconter ce qu'on est en train de voir. Et j'aurais peut-être aimé que le film nous rappelle un petit peu plus que ce qu'on voit, c'est quand même beaucoup d'images de propagande israélienne, et à quel point le regard occidental a été contaminé un petit peu par la force de cette propagande. Alors on sent que toutes les images tournées dans les années post-coloniales sont empreintes d'une certaine culpabilité en fait, et donc peut-être que c'est pour cette raison-là que les médias vont aller se ranger du côté de l'État sioniste, et on a l'impression que le film répète un petit peu les mêmes mécanismes. Comme ça, on a l'impression que les médias deviennent un peu un outil qui propage cette parole sioniste. Et peut-être que le film aurait pu s'arrêter justement sur ce carton justement qui vient annoncer la fin de la télé publique. C'est aussi pour ça que moi j'aime bien finir mes films en 82, puisque c'est le moment où en fait le cinéma cesse d'être le moyen principal de diffusion des informations à grande échelle, puisqu'en 82 on a donc CNN, chaîne américaine, qui commence à émettre au Liban, et donc pour la première fois on a une diffusion simultanée dans plusieurs pays du monde, et donc ici voilà, on nous explique que c'est la fin du besoin d'avoir une télévision publique en Suède comme principale source d'information. Cette séquence justement finale sur les accords d'Oslo, je pense qu'elle n'est pas tant un rappel de l'échec de la possible paix, mais plutôt en fait une manière de dire que la paix n'a pas pu se faire parce qu'on a continué à envoyer des armes à des fanatiques. C'est pour ça que la paix n'a pas eu lieu. Alors moi, peut-être que ce qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est les choix de certains mots dans la voix off. Peut-être notamment il y avait certaines séquences autour de la guerre en 67 où il faut rappeler que c'était pas une guerre du tout de défense, c'était une guerre qui visait à étendre au contraire les frontières du pays. Et il y a cette séquence dans le film qui est assez saisissante où on voit Golda Meir qui est en fait qui est en train de alors Golda Meir, il est très très souvent on le voit assez souvent dans les archives après avoir fumé de l'herbe, donc il est dans un état second. Et ici, on a l'impression qu'en fait, pour son pays, le projet d'Israël n'est pas si essentiel. Il est en train de s'adresser comme ça à une femme d'un certain âge qui lui rétorque que c'est inconcevable d'avoir un État qui s'arrêterait à 10 km de la mer. Et à ce moment-là, il y a un plan sur Sadat qu'on voit sourire comme s'il anticipait déjà ce qui allait se passer. Mais on a quand même beaucoup de séquences qui viennent glorifier un petit peu le projet sioniste, où on nous dit que c'est formidable, qu'il y a des kibbutz, des jeunesses socialistes, que tout ça est très bien. Et le regard palestinien, lui, est complètement mis à l'arrière-plan, notamment parce qu'il n'y a pas d'institution d'archives en fait, dans le pays. Et donc, pour vraiment voir comment les gens vivaient, notamment en Cisjordanie, il faut regarder en fait des films de mariage, des vidéos de mariage qui ont été faites en 8 ou en 16 mm. Et c'est des gens qui vivent depuis 100 ans, parfois depuis 1000 ans, dans la même région et qui n'ont jamais été égaux. En fait, on a un petit peu l'impression que les Palestiniens ont toujours été le caillou dans la chaussure des Israéliens qui empêchait la finalisation du rêve. Et ça, c'est problématique. Alors, c'est vrai que Eyal Sivan, il a toujours des propos très, très articulés à ce sujet. C'est sur la façon dont les institutions en Palestine ont été remplacées par les Israéliens. La façon dont, par exemple, il y a un ministère de l'éducation qui aurait été soi-disant créé. En fait, il existait déjà. C'est simplement les responsables qui ont été changés. Même chose pour les hôpitaux, même chose pour les archives. Le musée de Jérusalem a été rebaptisé musée Rockefeller. Donc, on sent comme ça qu'il y a un certain nombre de soi-disant changements, et à chaque fois on a l'impression que la manière dont les médias occidentaux le représentent est presque fataliste. Donc il faudrait vraiment rappeler, je pense, cette sorte de visée colonisatrice dans le projet sioniste. Tout comme si vous allez au musée de l'Afrique en Belgique, vous allez voir que la façon dont on présente à l'époque les missions au Congo, c'est soi-disant dans un but scientifique. On a l'impression que les colonisateurs ont toujours besoin de justifier, d'enrober un petit peu le projet de leur mission, là où en réalité c'est avant tout des projets capitalistes. Voilà, juste comme Goran Olsson n'est pas là et qu'il se trouve que je lui ai posé cette question sur l'ambiguïté politique de l'épilogue ce matin, il m'a répondu qu'il avait tout à fait conscience de cette ambiguïté et qu'il ne s'agissait pas pour lui de finir sur une note d'un optimiste, enfin en tout cas d'un optimisme naïf, mais plutôt de montrer l'ironie amère de ces accords de paix qui sont voués à l'échec dès le départ. Et il m'a dit, si vous êtes attentif,
le film se termine non pas sur l'image de Rabin, mais sur l'image de la naissance d'un enfant palestinien, image sur laquelle défile le générique. Et il me disait, moi, c'était important pour moi de finir sur cette image, parce que cet enfant, il naît dans un monde qui est voué au chaos. Voilà. On a le temps pour une ou deux questions rapidement, si vous voulez. Oui, en fait, c'était pour rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, alors j'ai peut-être deux petites questions. La première, en fait, est sur le statut des archives. Et il y en a une particulièrement, enfin, parce que je la revois, elle est utilisée très souvent dans d'autres films. Alors, c'est celle comment dire, c'est celle de lorsque les avions sont bombardés, oui, qui a été utilisée comme dans l'ouverture de FLPP par Masao Adachi et Wakamatsu. Et ensuite, dans un autre qui s'appelle Dial History, je ne sais pas si ces films sont très connus. Et je crois que je l'ai vu dans un autre, mais là, je ne pourrais pas vous dire. Et à chaque fois, c'est cette image qui est reprise de manière différente. Donc, je voudrais savoir, vous trois, parce que comment vous pouvez analyser le différence de statut des images. Et ensuite, mon autre question, j'ai l'impression que malgré la volonté un peu didactique à chaque fois avec les cartons, j'ai l'impression qu'on est aussi nu devant ce film que devant un autre qui utilise pour le coup que des images volées. Donc là, j'ai dû retrouver le titre. Alors excusez-moi, parce que j'ai pas une très bonne mémoire des titres. Qui s'appelle Iraqi Short Films. Donc là, c'est sur la guerre en Irak, qui réutilise que des images prises par des soldats américains. Et j'ai l'impression que malgré que la différence de statut des images, l'une qui provient de la télévision officielle et les autres prises sur le volet par les soldats américains, on est en tant que spectateur face à quelque chose dont on ne maîtrise pas forcément. Et pourtant, la télévision devrait nous donner des indications, un savoir, et finalement, on se retrouve face aussi à une forme d'étrangeté, comment ils en parlent, ou une langue particulière, celle de la télévision. Voilà, donc je voudrais savoir ce que vous en pensez, si vous connaissez. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Yeah, maybe quickly about this idea of repeating the images. It happens in many. First of all, there's not too many images, but it's interesting. For example, not that image, but the image of the bridge, Palestinian crossing a destroyed bridge, which I made a bit of research on this one. It's been used maybe in more than 40 films. And every film, it has a different meaning, which also indicate that image is not a reality, is not fact. It changes according to who is using it and what is the montage and the editing. Film is a reflection of reality. It's not the reality itself. And this is very much with the work of archives. You see it happening. And it changes, like even that, so that image of the bombing of the airplane, if it's on the American TVs, or Swedish Western TVs, it will be terrorism. If it was in, I don't know, in African cinemas or in other type of TVs, it will show it as resistance. So maybe it can be used by an airplane advertisement, saying, yeah, if you use that airplane, you will be bombed. Use our airplane. So it's really image is a material, as like Vertov say, or like Eisenstein. They are really material that you can place them the way you want. It's one image, one after an image gives a total different meaning of an image after a different image, even if it's the same images. If it's different, and so it's this is what we've been trapped with. That when we watch, we think that it's real. When we see the news, we are thinking this is reality, but this is not the reality can be much worse, as the case today.
But the reality can also be very fake. How can we manage to survive as audience? This is the problem, a question to audience, more than the maker actually. Oui, alors c'est vrai que cette récurrence de plans dont vous parlez avec ces avions, en fait, ça vient notamment du fait qu'on n'a pas tant d'images que ça qui sont disponibles. Il y a aussi un plan alors, sur lequel j'ai fait un certain nombre de recherches où on voit des Palestiniens traverser un pont détruit. En fait, c'est un plan qui a été inclus dans plus de 40 films. Et à chaque fois, on y trouve un sens différent, ce qui montre un petit peu à quel point une image n'est jamais factuelle. En fait, à chaque fois, elle va être impactée par le montage, par la structure. Et d'ailleurs, c'est un moment de rappeler que un film est seulement le reflet d'une réalité. Ce n'est pas la réalité en soi. Et c'est assez fréquent quand on travaille sur les archives de voir justement à quel point on peut distordre les images. Alors, c'est ce plan-là dont vous parlez de bombardement d'avions à la télévision américaine, par exemple, on va sans doute utiliser ces images pour parler de terrorisme. Là où, par exemple, dans les actualités africaines, on va probablement mettre un commentaire en disant que c'est une scène de résistance. On pourrait aussi imaginer un fabricant d'avions utiliser ces mêmes images pour faire la publicité de la résistance de ses propres avions face à une marque concurrente. Au fond, on revient aux fondamentaux de Vertov ou d'Eisenstein. Quand vous juxtaposez deux plans, le montage va donner un tout autre sens aux images en fonction de la manière dont vous agencez ces plans et quelle image vous faites arriver en deuxième par rapport à la première. Donc on est un peu piégé en tant que spectateur parce qu'on a une forme d'impression de réel dès qu'on voit une image, alors que très souvent la réalité est bien pire. Donc la question c'est nous, comment est-ce qu'en tant que spectateur on peut survivre à ça en fait? Ah pardon, il faut qu'on arrête malheureusement ici, je suis désolée. Juste un mot pour parler d'autres images, parce que moi je crois que l'image n'est pas la réalité, mais elle est une réalité. Et je me souviens d'un grand scandale en Israël au moment du 50e anniversaire de l'État, donc en 98. Il y avait une série télévisée qui s'appelait Tekouma, Renaissance en hébreu, et ça racontait à la sauce israélienne l'histoire d'Israël et du conflit. Et le seul fait qu'il y ait eu dans un épisode de la série des images sur des mitraillettes pointées dans le dos de civils palestiniens et qui racontent 48, quoi. Et tout d'un coup, des images qui étaient officiellement inexistantes existaient et elles venaient illustrer le travail des nouveaux historiens. Bon, en soi, ces images n'ont rien de particulier, mais le fait qu'elles montrent l'expulsion, enfin, la violence, la répression et l'expulsion en 1948, pour le public israélien, ces images-là étaient explosives. Yeah, I think maybe we can finish this outside. Je voulais juste vous remercier tous deux très chaleureusement et j'espère donc que Subversive Films, la structure créée par Moana, produira d'autres films d'archives puisqu'on n'a pas fini d'épuiser la puissance des archives. Merci.